7 juin 1692, 11h43 du matin. Port-Royal, en Jamaïque. La ville la plus riche des Caraïbes. Capitale officieuse de la piraterie anglaise, 65 tavernes pour 6500 habitants. Plus de monnaie d'or en circulation par tête qu'à Londres. Un orfèvre, dans son atelier de High Street, pose sa montre de poche sur l'établi. 3 minutes plus tard, l'atelier, l'orfèvre, la montre et les 2/3 de la ville sont au fond du port. Quand on retrouvera cette montre, en 1959, par 2 mètres de fond, les aiguilles seront figées à 11h43. C'est aujourd'hui la pièce numéro 1 de l'Institut de Jamaïque. Et ce que Port-Royal a fait en 3 minutes, d'autres villes l'ont fait en quelques heures, en quelques jours, en quelques siècles. Toutes sont aujourd'hui sous l'eau. Et beaucoup mieux conservées qu'on ne le croirait. 12 de ces cités englouties ont laissé quelque chose qu'on peut, encore aujourd'hui, aller voir avec un masque et des palmes. Une statue qui dépasse du sable, un mur qui se dessine sous la surface turquoise, une mosaïque romaine intacte sur laquelle un poisson nage, un escalier en pierre qui descend dans la mer et continue. Voici ces 12 villes. La plus ancienne a 9000 ans. La plus récente a été engloutie en 1959 par décision politique pour construire un barrage hydroélectrique. Et la dernière a été retrouvée, en 2001, exactement à l'endroit où un texte sanskrit la situait depuis 3500 ans. Commençons par la plus ancienne. 6300 avant notre ère. Le niveau de la Méditerranée est encore plus bas qu'aujourd'hui de quelques mètres. Sur la côte de l'actuel Israël, à 10 km au sud de Haïfa, à l'embouchure d'une petite rivière, une communauté de pêcheurs et de paysans s'installe. Ils ne savent pas écrire, ils n'ont pas de roues, ils n'ont pas de métal. mais ils savent construire des puits, Des maisons en pierre et, c'est inédit pour l'époque, ils savent enterrer leurs morts dans des tombes individuelles avec un rituel reconnaissable. Le village s'étend sur 40 000 mètres carrés, c'est-à-dire à peu près la surface de 5 terrains de football. On estime qu'il abrite à son apogée environ 200 personnes. Ils y vivent pendant 2000 ans. Et puis, vers 4300 avant notre ère, le village est abandonné brutalement. Les chercheurs ne sont pas absolument certains de la cause. Les 2 hypothèses principales sont soit une montée rapide du niveau marin, liée à la fonte des dernières calottes glaciaires de la fin du Pléistocène, soit, plus précisément, un tsunami déclenché par l'effondrement de l'Etna oriental qui a perdu à cette époque environ 25 km3 de matière dans la mer. quoi qu'il en soit, Le village disparaît sous 9 mètres d'eau. Et il y reste, oublié, pendant 6300 ans. Jusqu'en 1984. un archéologue israélien nommé Ehud Galili, qui plongeait pour cartographier une épave romaine, voit dépasser du fond, sous une fine couche de sable, ce qu'il prend d'abord pour des rochers. Ce sont des menhirs. 7 menhirs, dressés en cercle de 12 mètres de diamètre. Au centre, une petite construction circulaire, peut-être un puits, peut-être un hôtel. Et tout autour, sur 4 hectares, les ruines du village de pêcheurs. Les maisons, les sentiers, les puits, les outils de silex, les graines de blé carbonisées dans les foyers et 65 sépultures. sur ces 65, 2 squelettes attirent immédiatement l'attention. Ce sont ceux d'une femme d'environ 30 ans et d'un enfant. Et leurs os portent les traces, encore visibles, d'une infection, la tuberculose. C'est à ce jour la trace la plus ancienne de tuberculose humaine connue dans le monde entier. 9000 ans. Le village s'appelle Atlit Yam. Il est aujourd'hui le plus vieux site sous-marin habité jamais retrouvé. Et il dort encore là, par 9 mètres de fond, à 10 km au sud de Haïfa, accessible à n'importe quel plongeur certifié niveau 1. 3000 ans après Atlit Yam, à 1500 km au nord-ouest, des plongeurs grecs trouvent quelque chose d'encore plus surprenant.
Non pas un village, mais une ville entière, avec ses rues, ses maisons, ses ateliers et ses tombes, À 4 mètres sous la surface, suffisamment intactes pour qu'on puisse, depuis un drone, en lire le plan urbain comme on lirait un plan cadastral. 1967. Sud du Péloponnèse, presqu'île de Laconie, en face d'un îlot rocheux qui s'appelle Pavlopétrie. Un océanographe britannique nommé Nicholas Fleming, qui cartographie la côte pour étudier les variations du niveau marin, remarque des alignements rectangulaires sous l'eau à très faible profondeur. Il revient l'année suivante avec une équipe de Cambridge et il se rend compte qu'il a sous les yeux le plus ancien plan urbain submergé connu au monde. La cité date de l'âge du bronze, environ 2800 ans avant notre ère pour les fondations les plus anciennes, et elle a été continuellement habitée jusqu'à environ 1100 avant notre ère, soit pendant 1700 ans. Elle s'étend sur 8 hectares. Elle compte au moins 15 bâtiments rectangulaires identifiés, plusieurs rues parallèles, une place centrale et environ 37 tombes en schiste à l'extérieur des murs. Ce qui rend Pavlopétrie unique, ce n'est pas son ancienneté, c'est sa lisibilité. La plupart des cités sous-marines Apparaissent par fragments. Un mur ici, une colonne là, un sol effondré ailleurs. Pavlopétrie, elle, se lit comme un plan. En 2009, une équipe de l'université de Nottingham, dirigée par l'archéologue John Henderson, fait pour la première fois un relevé complet en sonar tridimensionnel. Les images sont diffusées par la BBC en 2011 dans un documentaire qui fera connaître le site au grand public. On y voit depuis un drone aérien le plan exact d'une ville mycénienne tardive. Les blocs d'habitation, les rues, les ateliers de tissage et de poterie identifiés par les pesons et les fragments de céramique encore en place. La cité a disparu entre 1200 et 1100 avant notre ère, probablement à cause d'un séisme accompagné d'un affaissement tectonique. La plaque sur laquelle reposait Pavlopétrie s'est enfoncée de 4 mètres, brutalement, et l'eau est entrée. Aujourd'hui, on peut plonger à Pavlopétrie en équipement de loisirs. La profondeur maximale est de 5 mètres. Le sol est sableux. Les murs sont à hauteur de cuisse. On voit les seuils des portes. On voit l'angle où une maison s'est effondrée. Et on sait, parce que des fragments y ont été retrouvés, que les habitants importaient du vin de Crète et exportaient des textiles colorés. Mais Pavlopétrie est petit. C'est un site villageois agrandi en cité. Sur la côte égyptienne, à 6 mètres sous la Méditerranée, dans la baie d'Aboukir, à l'est d'Alexandrie, il y a une cité d'un autre ordre. Une cité portuaire de plusieurs milliers d'habitants, capitale religieuse de la basse Égypte ptolémaïque, qu'on cherchait depuis 2200 ans et qu'on a retrouvée, par hasard, en l'an 2000. Elle s'appelait Tonis en égyptien. Les Grecs l'appelaient Héracléon, parce qu'on y honorait Héraclès qui, selon la légende, y aurait débarqué avant la guerre de Troie. Hérodote la mentionne au 5e siècle avant notre ère. Strabon la mentionne au 1er. Diodore de Sicile la mentionne. Tous trois la décrivent comme la principale ville portuaire de la côte égyptienne avant la fondation d'Alexandrie en 331 avant notre ère. Tous trois précisent qu'on y entrait obligatoirement par une bouche du Nil canalisée pour rejoindre l'intérieur du pays. C'était le contrôle douanier égyptien. Toutes les marchandises grecques, perses, phéniciennes y étaient enregistrées avant de remonter vers Memphis. Et puis, entre le 6e et le 8e siècle de notre ère, Héracléon disparaît. Les chroniques arabes du 9e siècle n'en parlent plus. Au Moyen Âge, on ne sait même plus où elle se trouvait. Pendant 12 siècles, on la cherche dans les sables, vainement. parce qu'on l'a cherchée au mauvais endroit. Elle n'est pas dans les sables, elle est sous l'eau. 1999. Un archéologue sous-marin français, Franck Gaudiot, en mission pour l'Institut européen d'archéologie sous-marine, cartographie la baie d'Aboukir au sonar magnétique.
Ils cherchent des épaves napoléoniennes. La flotte française coulée par Nelson en 1798. Il trouve, en plus, quelque chose qui n'était pas dans son plan de recherche. Des structures monumentales, sous 6 mètres d'eau, à 6 km de la côte, ensevelies sous 2 mètres de sédiments. En l'an 2000, après 6 ans de prospection, Gaudiot annonce qu'il a localisé Héracléion. Le débat scientifique dure 2 ans. Et en 2002, la découverte est confirmée par une stèle de granit noir, parfaitement conservée, sur laquelle est gravé en hiéroglyphes le nom de la ville et un décret du pharaon Nectanebo Ier, daté de 380 avant notre ère. La même stèle existait déjà à terre, elle avait été trouvée à Naucratis. Le texte gravé est identique. Sauf que celui de Naucratis dit « Ce décret sera affiché à Naucratis » et celui d'Héracléion dit « Ce décret sera affiché à Tonis ». Preuve que la cité s'appelait bien des 2 noms, comme l'écrivait Hérodote. Depuis 20 ans, Gaudiot et son équipe remontent Héracléion, une statue colossale du dieu Hapi, dieu de la crue du Nil, en granit rose, 5,40 mètres de haut, 6 tonnes. Elle est aujourd'hui au musée maritime de Hambourg, en exposition tournante. Un sarcophage en granit noir d'un prêtre nommé Padikon Sou. Des tablettes en plomb avec des incantations magiques, des bijoux en or, une 50aine de petits temples votifs. Et au moins 70 épaves de bateaux, dont 11 barges fluviales d'un type appelé baris, qu'Hérodote avait décrit au 5e siècle avant notre ère et qu'aucun archéologue n'avait jamais retrouvé jusqu'à la baie d'Aboukir. Les barils d'Hérodote existaient. Ils sont là, par 6 mètres de fond. Ce qui a coulé Héracléion, on le sait depuis 2016. Le sol de la baie est composé d'argiles très saturées en eau. Une série de séismes au 8e siècle a provoqué un phénomène géologique qu'on appelle la liquéfaction. L'argile s'est comportée brièvement comme un liquide et la ville, qui était bâtie sur des pieux et des fondations en pierre, s'est enfoncée d'un seul coup. Pas en quelques minutes, mais en quelques heures, peut-être quelques jours. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a eu le temps d'emporter grand-chose. Les bijoux, les statues, les contrats, le mobilier, tout est resté sur place. Et tout est encore là. Pendant qu'Héracléion s'enfonce dans le delta du Nil, à 2000 km au nord, à l'autre extrémité de l'Empire romain, un autre lieu coule encore plus lentement. Non pas à cause d'un séisme, mais à cause d'un sol qui descend de 2 cm par an depuis 20 siècles sans jamais s'arrêter, sous l'effet d'un volcanisme dormant qui s'appelle, en italien, le bradiséisme. Le lieu s'appelle Baia. Aujourd'hui, c'est une petite station balnéaire du golfe de Naples, à 18 km à l'ouest de la ville, dans la zone des Champs Flégréens. À l'époque romaine, c'était l'équivalent de Saint-Tropez et de Las Vegas réunis. La station thermale et de plaisir, où les empereurs, les sénateurs, les très riches romains construisaient leurs villas de plaisance. Pompée y avait une villa, César y avait une villa, Néron y a fait construire une villa avec piscine d'eau de mer chauffée. Auguste y est mort. L'écrivain Sénèque, qui pourtant n'était pas un puritain, écrivait dans une lettre à Lucilius qu'à Baia, à la nuit tombée, tous les vices se promènent en toge sans toge, et qu'il refusait d'y séjourner plus de 48 heures pour la santé de son âme. Baia a été détruite 3 fois. Une première fois par les Visigoths d'Alaric en 410. Une deuxième fois par les Sarrasins au 8e siècle. Une troisième fois par la malaria qui s'est installée dans les marais avoisinants à partir du 16e siècle et qui a fait fuir les derniers habitants. Mais ce qui l'a vraiment fait disparaître, c'est le bradiséisme. Pendant 2000 ans, sans interruption, le sol des Champs Flégréens descend. Parfois, il remonte un peu. Il y a eu une phase de soulèvement entre 1969 et 1984 qui a obligé à évacuer la ville voisine de Pozzuoli. Mais en moyenne, c'est de l'affaissement.
Et au début des années 2000, on a calculé que la cité romaine basse de Baia, qui s'étendait sur les rivages du Golfe, se trouve désormais entièrement entre 4 et 17 mètres de profondeur. 300 hectares de Rome antique sous l'eau. Depuis 2002, c'est un parc archéologique sous-marin protégé, le Parco Sommerso di Baia. On y plonge en équipement standard. Les visibilités est moyenne, entre 3 et 10 mètres selon les jours, mais ce qu'on voit est unique au monde. Les mosaïques romaines à motifs géométriques encore en place sur lesquelles les poissons passent. Une statue de marbre de l'empereur Claude, à demi enterrée dans le sable. Le nymphe de Punta Epitafio. Une grotte artificielle décorée de statues qui appartenait à une villa impériale. Les statues sont aujourd'hui au musée de Baia, mais les niches dans lesquelles elles se tenaient sont encore là, en place, sous l'eau. Des colonnes corinthiennes brisées qui dépassent du sable. Des pavements en opus reticulatum encore intacts. Et tout autour, dans un rayon de 3 km, les fondations submergées d'une quarantaine de villas dont on connaît le nom de chaque propriétaire grâce aux écrits de Cicéron et de Suétone. C'est probablement le seul site au monde où l'on peut nager au-dessus du salon de Néron. Baia est romaine. À 800 km à l'est, en mer Égée, sur la côte nord-est de la Crète, c'est une cité plus modeste, mais beaucoup plus ancienne, minoenne, qu'on peut littéralement voir à travers l'eau, à 1 mètre de la surface, depuis la promenade d'une petite station touristique qui s'appelle Elunda. La cité s'appelait Aulus. Elle est mentionnée dans les sources antiques dès le IVe siècle avant notre ère, notamment chez le géographe Pseudo-Skylax. C'était l'une des cités-États de la Crète orientale, fortifiée, avec son port, son temple dédié à Britomartis, déesse minoenne assimilée plus tard à Artémis, et sa propre monnaie. À son apogée, vers le IIe siècle avant notre ère, Aulus comptait peut-être 40 000 habitants. Pour comparaison, c'est plus que Knossos à la même époque. La cité a perduré jusqu'à l'époque byzantine. Et puis, entre le VIe et le IXe siècle de notre ère, elle a sombré. Pas à cause d'un séisme catastrophique unique, mais à cause d'une série de séismes successifs combinés à un affaissement tectonique progressif de la côte nord-est de la Crète. La plaque s'enfonce de quelques millimètres par an depuis très longtemps. Aujourd'hui, les fondations d'Aulus se trouvent entre 50 cm et 3 mètres sous la surface, sur 3 hectares environ, entre Elunda et la presqu'île de Spinalonga. L'eau y est si claire et si peu profonde qu'on n'a pas besoin de plonger pour voir la cité. Il suffit, depuis la promenade, de regarder par-dessus le bord. On distingue les blocs équarris des murs hellénistiques alignés en quadrilatère. On voit les seuils des maisons. On voit les rues dallées. On voit à un certain endroit ce qu'on identifie comme le sol d'une basilique paléochrétienne du 5e siècle. La basilique est intacte au niveau du sol. Au-dessus, il n'y a plus que de l'eau et le ciel. Et à 10 km de là, en face, sur la presqu'île de Spinalonga, il y a la léproserie, qui a fonctionné de 1904 à 1957 et qui sert aujourd'hui de mémorial. Spinalonga, vivante. Aulus, sous l'eau, dans la même baie. Avec, entre les deux, 2000 ans d'histoire. À 300 km au nord d'Oulu, sur la côte sud de la Turquie, dans la province d'Antalya, il y a une autre cité antique dont les escaliers descendent encore dans la mer et continuent, mètre après mètre, jusqu'à disparaître dans le bleu. Elle s'appelait Dolikiste, ou plus simplement, Aperlé, et elle faisait partie d'un ensemble de cités lyciennes qui occupaient cette portion de côte depuis le VIe siècle avant notre ère. Aujourd'hui, on connaît l'endroit sous le nom turc de Kekova, du nom de l'île principale qui borde la baie. La région a été frappée, au IIe siècle de notre ère, par une série de séismes liés au mouvement de la faille anatolienne, la même faille qui a frappé Izmit en 1999 et la Turquie du Sud-Est en 2023. Au IIe siècle, ces séismes
ont fait basculer une grande partie de la côte. Les cités lyciennes de cette baie se sont retrouvées à moitié sous l'eau. Leur partie basse, les ports, les escaliers d'accès, les entrepôts, les bains, ont été immergés. Leur partie haute, les acropoles, les nécropoles, les temples, sont restés au sec. Ce qui produit aujourd'hui, à Kekova, un paysage très particulier. Les ruines sortent de l'eau. Les escaliers entrent dans l'eau. Les sarcophages lyciens, ces grands sarcophages à toit pointu, caractéristiques de cette civilisation, sont à moitié immergés. La moitié supérieure dépasse de la surface. La moitié inférieure est sous l'eau, intacte, avec encore les niches sculptées et les inscriptions en grec. Aujourd'hui, Kekova est interdite à la plongée. La zone est classée site protégé depuis 1990, mais autorisée à la navigation et au snorkeling depuis la surface. Tous les jours en été, des bateaux à fond de verre y conduisent des touristes. On voit défiler sous le bateau des murs en pierre sèche, des fondations rectangulaires, des amphores intactes, des dallages et de temps en temps un sarcophage incliné qui descend dans le sable. À 2 kilomètres au nord, sur la colline de Kaleköy, l'ancienne cité haute, on peut encore monter à pied. Il y a une forteresse byzantine, une tombe lycienne et la vue, depuis le sommet, sur la baie engloutie. L'effet est étrange. On regarde, en surplomb, une ville antique qui continue sous la mer. Les habitants actuels de Kaleköy descendent en bateau le matin pour pêcher au-dessus des rues de leurs ancêtres. Ce qu'on trouve sous la Méditerranée. Atlitiam, Pavlopétrie, Héracléon, Baïa, Olous, Kekova et beaucoup. Mais ce n'est presque rien à côté de ce qui dort sous la mer Noire. Parce que la mer Noire a une caractéristique unique au monde qui est en train de changer la face de l'archéologie sous-marine. Elle est stratifiée. Sa couche profonde, en dessous de 150 mètres environ, est totalement dépourvue d'oxygène. Aucune bactérie aérobie. Aucun mollusque foreur. Rien. Le bois s'y conserve indéfiniment. Les cordages s'y conservent indéfiniment. Les voiles de navires antiques s'y conservent indéfiniment. On y a trouvé, en 2018, une épave grecque du IVe siècle avant notre ère, à 2200 mètres de fond, avec le mât encore debout, la coque entière, le gouvernail à sa place et le banc des rameurs. C'est l'épave d'un navire de commerce et c'est, à ce jour, le bateau antique le mieux conservé au monde. Et c'est sur la côte nord de cette mer-là, en mer d'Azov plus précisément, sur la presqu'île de Taman, en face de la péninsule de Crimée, qu'on trouve la cité engloutie la mieux préservée de tout l'Empire romain oriental, Phanagoria. Phanagoria a été fondée vers 543 avant notre ère par des colons grecs venus de Théos, en Ionie, qui fuyaient l'invasion perse. Elle est devenue, en 2 siècles, la 2e ville du royaume du Bosphore, un royaume gréco-scythe qui a dominé toute la mer Noire orientale jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Sous Mithridate VI, roi du Pont, Phanagoria a été un siège royal. Quand Mithridaté s'est suicidé en 63 avant notre ère pour échapper aux Romains, son corps a été ramené à Phanagoria avant d'être rendu à son fils. La ville a continué de prospérer sous la domination romaine, puis byzantine, puis khazare. Et puis, entre le 6e et le 10e siècle de notre ère, environ un tiers de Phanagoria s'est retrouvé sous l'eau, à cause d'une combinaison de séismes locaux et d'une remontée du niveau de la mer Noire d'environ 4 mètres au cours du 1er millénaire. Aujourd'hui, l'acropole de Phanagoria est sur la terre ferme. C'est un site archéologique russe ouvert au public depuis 2016. Mais le port, les quartiers bas, les entrepôts, les ateliers et le quartier portuaire, eux, sont à 2 mètres sous la surface, sur une trentaine d'hectares. Et c'est là, dans la couche anaérobie du fond de la mer d'Azov, que les archéologues russes du musée de l'Ermitage, en mission permanente depuis 1930,
retrouve depuis 20 ans des objets qui ne devraient pas avoir survécu. Des coques de bateaux intactes, des amphores avec leurs bouchons d'argile encore en place et leur contenu, du vin, de l'huile, des olives en saumure, partiellement préservées. Une inscription dédicatoire en grec, Gravée sur un piédestal de marbre, où la femme de Mithridate VI, une princesse nommée Hypsicratie, remercie la déesse Aphrodite. Cette inscription, retrouvée en 2005, a confirmé pour la première fois l'existence historique de cette femme, qui n'était connue que par une mention de Plutarque et que beaucoup d'historiens du XIXe siècle considéraient comme légendaire. Elle a existé. elle a vécu à Phanagoria. Et son nom était gravé là, en bord de mer, dans une ville qui allait être engloutie 5 siècles plus tard. La mer Noire conserve, la mer du Nord détruit. Et le 16 janvier 1362, Elle a détruit une ville entière en une seule nuit. Cette ville s'appelait Rungholt. Rungholt se trouvait dans la baie qui borde, aujourd'hui, La côte du Schleswig-Holstein allemand, au large de l'île de Pellworm, dans l'archipel des îles Halligen. À l'époque, ce n'étaient pas des îles. c'était une plaine côtière fertile. Gagnée sur la mer par des polders et des digues construits patiemment depuis le IXe siècle. La région comptait, au milieu du XIVe siècle, plus de 30 villages prospères et une vingtaine d'églises en briques rouges. Rungholt Était la principale agglomération de cette zone, un port de commerce relié à la Hanse qui exportait du sel, du grain et du bétail vers Hambourg, Lübeck et même Londres. Sa population est estimée, Par les chroniques contemporaines, à environ 1500 à 2000 habitants, c'est-à-dire, à l'échelle du XIVe siècle, une vraie ville. dans la nuit du 15 au 16 janvier 1362, Une tempête atlantique très violente, descendue de l'Écosse vers le sud-est, croise une marée de syzygie particulièrement haute. le vent souffle à plus de 100 km/h. Pendant 12 heures consécutives. La mer monte de 6 mètres au-dessus de son niveau normal. Les digues, conçues pour résister à 3 ou 4 mètres, cèdent les unes après les autres. La plaine se vide, et puis se remplit. et puis se vide encore. Quand l'eau se retire enfin, au matin du 16, plus rien n'est debout. Cette nuit-là est connue dans les chroniques sous le nom danois et frison de Grote Mandrenke, la grande noyade. On estime à 25 000 Le nombre de morts sur l'ensemble de la côte du Schleswig, des Frises, du Danemark, des Pays-Bas et de l'Angleterre. Et la ville de Rungholt, elle, a tout simplement disparu. Le sol sur lequel elle reposait S'est lui-même affaissé et a été emporté par la mer. À sa place, il y a aujourd'hui plusieurs mètres d'eau et de vases. Pendant 6 siècles, Rungholt est resté une légende. On savait qu'elle avait existé. La chronique de Detmar de Lübeck, écrite en 1382, soit 20 ans après la catastrophe, la mentionne explicitement. Une carte hollandaise de 1652, Dessinée par Johannes Meyer, indique son emplacement supposé. Mais sur le terrain, ou plutôt sous l'eau, on ne trouvait rien. jusqu'en 1921, Où un paysan de l'île de Sudfal, profitant d'une marée exceptionnellement basse, a vu sortir du sable des morceaux de bois travaillés et des fragments de céramique. pendant un siècle ensuite, Les archéologues ont reconstitué la cité par petits éléments, à chaque grande marée basse, en plantant des piquets pour marquer les emplacements. Et puis, en 2023, l'Université de Kiel a publié les résultats d'une campagne de prospection par magnétométrie satellitaire et carottage. Le résultat est saisissant. sous 2 mètres de sédiments, On a identifié l'emplacement exact d'une église de plus de 50 fermes, d'un port avec ses digues, d'un réseau de canaux d'irrigation et même celui d'un édifice public massif, probablement le siège du conseil municipal. Rungholt était bien là. Elle est toujours là, mais accessible seulement aux drones magnétiques. La marée la recouvre 12 heures par jour.
Rungholt s'est noyé en quelques heures. 3 siècles plus tard, À 7000 km de là, dans les Antilles anglaises, une autre ville a fait pire. Elle a coulé en 3 minutes. Nous avons commencé par elle. Nous y revenons. Port-Royal, Port-Royal, en 1692, n'est pas seulement une ville pirate, c'est, depuis 40 ans, le centre du commerce anglais dans les Caraïbes. La sucre, le rhum, les esclaves passent par son port. Henry Morgan, Le célèbre flibustier devenu lieutenant-gouverneur de la Jamaïque par décret royal en 1614-20, y a vécu, y est mort en 1688 et y est enterré. la ville compte environ 6500 habitants, Ce qui en fait la deuxième ville anglaise du Nouveau Monde après Boston. Elle est bâtie sur une longue langue de sable de 10 km à l'entrée de la baie de Kingston qui s'appelle le Palisadoes. C'est un terrain géologiquement instable. Du sable, sur de la vase, sur encore de la vase. Les Anglais l'ont fortifié, On construit dessus des maisons en briques de 2 ou 3 étages, on creusé des caves, on multiplié les entrepôts et personne, pendant 40 ans, ne s'est inquiété de la nature du sol. le 7 juin 1692, À 11h43 du matin, un séisme de magnitude estimée à 7,5 sur l'échelle de Richter, au moins, secoue le sud de la Jamaïque. L'épicentre est à environ 20 km au sud de Port-Royal, 3 secousses successives. séparées d'environ 30 secondes chacune. À la première, les habitants sortent dans la rue. À la deuxième, la rue s'ouvre. Et à la troisième, le sol entier, sous une partie de la ville, se transforme en liquide. C'est le même phénomène Qui a fait couler Héracléon 13 siècles plus tôt, la liquéfaction. Le sable saturé d'eau, sous l'effet des vibrations, perd toute sa cohésion et se comporte brièvement comme un fluide. les bâtiments coulent dedans, Debout, comme des bateaux qui sombrent. Certains sont engloutis en entier, d'autres restent à moitié dehors, à moitié dedans. Le temps que la liquéfaction cesse, 3 minutes, peut-être 4, les 2 tiers de la ville sont sous l'eau du port. 1500 personnes meurent immédiatement. 3000 meurent dans les semaines qui suivent, des blessures et des maladies. La ville ne s'en relèvera jamais. L'Angleterre déplace sa capitale jamaïcaine de l'autre côté de la baie, à Kingston, qui n'existait pas encore, Port-Royal devient une base navale, puis un petit village de pêcheurs. Mais sous l'eau, la ville engloutie dort. Pendant 250 ans, on n'y touche pas. et puis en 1959, Une équipe d'archéologues sous-marins menée par l'Américain Edwin Link commence à explorer le fond du port. Ils retrouvent les rues, dont certaines portent encore les noms inscrits sur des plaques d'ardoise. ils retrouvent les murs des maisons, En briques rouges anglaises, importées au XVIIe siècle. Ils retrouvent un mortier dans son bol, prêt à être utilisé. Ils retrouvent un repas servi sur la table, fossilisé sous une couche de sédiments. et ils retrouvent, En 1959 précisément, dans les décombres d'une maison de High Street, une montre de poche en argent de fabrication néerlandaise. quand on l'a sortie de l'eau et nettoyée, Les aiguilles, oxydées en place, indiquaient 11h43. Pas 11h15, pas midi, 11h43 exactement. cette montre a permis aux historiens De dater pour la première fois le séisme à la minute près. Elle est aujourd'hui à l'Institut de Jamaïque, à Kingston, dans la salle 2, à côté des canons de Morgan. Port-Royal continue d'être fouillé, on y plonge, entre 2 et 15 mètres de fond, selon les zones. C'est un site classé, et c'est, à ce jour, la seule grande ville coloniale anglaise du XVIIe siècle qu'on ait retrouvée intacte. New York, Boston, Charleston ont été reconstruites par-dessus elles-mêmes. Port-Royal, elle, A été préservée par l'eau exactement dans l'état où elle se trouvait à 11h43 et 3 secondes le 7 juin 1692. tous les cas précédents. Atlit Yam,
Pavlopétrie, Héracléon, Baïa, Aulus, Kekova, Phanagoria, Rungholt, Port-Royal sont des accidents. La nature, les tremblements de terre, les tempêtes, la liquéfaction. À l'opposé, la cité suivante a été engloutie volontairement, par décision politique. Le 1er septembre 1959, à 6 heures du matin, en Chine, dans la province du Zhejiang. Elle s'appelait Xicheng, la cité du lion, parce qu'elle était bâtie au pied du mont Wuxi, dont le nom signifie « les 5 lions ». Elle se trouvait dans le district de Chunan, à environ 180 km au sud-ouest de Hangzhou. Sa fondation remontait à l'an 208 de notre ère, sous la dynastie des Han orientaux. Pendant 1700 ans, elle a été le centre administratif et commercial de cette région. À son apogée, sous la dynastie Ming, elle comptait environ 30 000 habitants, 6 rues principales, 265 portes archées sculptées de motifs traditionnels, phénix, lion, dragon, chrysanthème, et une muraille d'enceinte qui faisait 3 km de circuit. Les sculptures étaient particulièrement remarquables. Du marbre blanc, travaillé par les meilleurs ateliers de la région, certaines datant du XVe siècle. La ville était considérée dans la province comme un patrimoine architectural majeur. En 1955, le gouvernement central de Pékin, dans le cadre du premier plan quinquennal, décide la construction d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Sinan. Le réservoir prévu devra alimenter en électricité tout le Zhejiang oriental, y compris Hangzhou et Shanghai. Le barrage est construit en 4 ans, et la vallée qu'il submergera fait 600 km². Dans cette vallée se trouvent 27 villes anciennes et environ 1000 villages. La plus importante de ces villes est Xicheng. L'autre principale est Hecheng, une cité datée de la dynastie Tang. Toutes les deux doivent être évacuées. Entre 1955 et 1959, 290 000 personnes sont déplacées par les autorités. La majorité accepte. Certaines familles, vivant à Xicheng depuis 20 ou 30 générations, refusent et doivent être expulsées de force. Aucune photographie systématique de la ville n'est faite avant son inondation. Aucun relevé architectural complet n'est entrepris. Les portes archées, les temples, les sculptures de marbre, tout est laissé sur place. Le 1er septembre 1959, à 6 heures du matin, les vannes du nouveau barrage sont fermées. Le niveau du lac monte à raison de 18 cm par jour. En 45 jours, Xicheng disparaît sous 40 mètres d'eau douce. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. L'eau douce, contrairement à l'eau salée, ne corrode pas le marbre. Le lac Qiandao, c'est son nom. Le lac aux 1000 îles est de plus alimenté par des sources et n'a presque aucun courant en profondeur, aucun mollusque foreur, aucune algue intrusive. La cité est, pendant 52 ans, totalement oubliée, à l'abri, dans une eau froide et stable. En 2011, un groupe de plongeurs chinois en exploration de loisirs aperçoit, à 32 mètres de profondeur, ce qu'ils prennent d'abord pour des rochers. Ce sont des portes sculptées de phénix et de dragons, intactes. La peinture rouge est partie depuis longtemps, mais les sculptures elles-mêmes, chaque écaille, chaque plume, chaque détail, sont en place. Comme si elles avaient été taillées la semaine précédente. Aujourd'hui, Xicheng est l'un des sites de plongée archéologiques les plus extraordinaires au monde. La visibilité dépasse rarement 2 mètres, l'eau est froide, environ 12 degrés en été, mais ce qu'on y voit n'a pas d'équivalent. Les 6 rues principales, dallées, sont praticables. Les portes archées sont debout. Les façades en pierre des temples sont intactes. Les inscriptions calligraphiées sont lisibles. Et il y a, par moments, l'impression dérangeante de marcher dans une ville simplement déserte, où l'on attendrait de croiser quelqu'un. Les autorités chinoises
ont fait classer le site en 2011. L'accès est limité aux plongeurs avec autorisation spéciale. Une expédition de National Geographic, La même année, a produit les premières images grand public. Xicheng est récente, elle est connue. On sait qui l'a construite, qui l'a engloutie et pourquoi. mais à 1500 km au sud-est, Dans le Pacifique occidental, à la limite méridionale de l'archipel japonais des Ryukyu, il y a quelque chose dont personne ne sait, pas même les archéologues, si c'est construit par la main de l'homme ou s'il s'agit d'un caprice de la nature. l'île s'appelle Yonaguni. C'est un confetti de 28 km², le plus occidental du Japon, à 110 km seulement de Taïwan. La population y est de 1600 habitants. L'économie repose sur la pêche au marlin et un peu de tourisme. En 1986, Un instructeur de plongée local nommé Kihachiro Aratake explore la côte sud de l'île, à la recherche de spots de plongée pour les requins-marteaux qui passent dans le coin en hiver. à 25 mètres de profondeur, À quelques centaines de mètres au large du cap Arakawa-Bana, il tombe sur une structure dont les angles sont trop droits pour être naturels. Du moins, c'est ce qu'il croit. il remonte. Il alerte les universitaires et l'année suivante, un géologue de l'université des Ryukyu, Masaaki Kimura, vient plonger. Kimura passe les 25 années suivantes à étudier le site. Ce qu'il y a, Sous l'eau, est une plateforme de 150 mètres de longueur, environ 40 mètres de largeur et 25 mètres de hauteur, faite d'un seul bloc de grès du Pléistocène inférieur. sur ses flancs, On distingue ce que Kimura interprète comme des marches gigantesques, des terrasses, des plateformes horizontales, deux objets qui pourraient être des têtes sculptées, une tortue et un visage humain. Un trou rectangulaire qui pourrait être l'embouchure d'une chambre et au sommet, un grand espace plat que Kimura appelle le stade. selon lui, l'ensemble est artificiel. Construit ou au moins retravaillé à une époque où le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui de quelques dizaines de mètres, c'est-à-dire avant 12 000 ans. Si Kimura a raison, Le monument de Yonaguni serait l'une des plus anciennes constructions monumentales connues. Antérieure à Göbekli Tepe, antérieure à tout. Mais la communauté scientifique internationale n'est pas convaincue. plusieurs géologues, dont l'américain Robert Schoch, Qui s'est pourtant rendu célèbre par ailleurs en remettant en cause la datation officielle du sphinx de Gizeh, ont plongé à Yonaguni et conclu que toutes les structures observées peuvent s'expliquer par la fracturation naturelle du grès le long de plans de stratification orthogonaux. Le grès, sous certaines conditions, se brise effectivement en blocs à angle droit. La tortue, le stade, les escaliers seraient des illusions perceptuelles renforcées par les attentes des plongeurs. Le débat n'est pas tranché. il oppose, depuis 40 ans, Deux écoles. Les uns y voient une cité engloutie de l'âge de glace. Les autres y voient une formation rocheuse banale. ce qui est sûr, c'est qu'on peut plonger sur le site, à profondeur recréative, 25 mètres, niveau 2, et jugé par soi-même. Le courant est fort, la visibilité excellente, la structure, indiscutablement spectaculaire, qu'elle soit l'œuvre d'une civilisation oubliée ou d'un caprice géologique particulièrement réussi. Yonaguni divise les scientifiques depuis 1986. Notre dernier cas, lui, divise les scientifiques et les croyants depuis 3500 ans. Parce qu'un texte sacré la décrit avant qu'on la retrouve. Et qu'on l'a retrouvée à l'endroit exact où le texte la situait. Le texte, c'est le Mahabharata, La grande épopée sanscrite, composé entre le 4e siècle avant notre ère et le 4e siècle de notre ère, mais qui rapporte des événements situés, selon la tradition, bien plus loin dans le passé, entre 1500 et 3000 avant notre ère. L'un des récits centraux du Mahabharata concerne la cité de Dvaraka, en français Dwarka, capitale du dieu Krishna sur la côte ouest de l'Inde.
Le texte la décrit avec une précision étonnante. Une ville fondée par Krishna lui-même sur la côte du Gujarat, à l'embouchure de la rivière Gomati, à l'endroit où elle se jette dans la mer d'Arabie. Une ville bâtie en pierre, fortifiée, organisée selon un plan géométrique régulier, avec un palais central, des quartiers résidentiels et un port maritime actif. Et le texte décrit la fin de la cité de manière non moins précise. Après la mort de Krishna, 7 jours plus tard, la mer monte. Elle envahit les quartiers bas. Elle submerge les murailles. Elle engloutit le palais. En une journée, Dvaraka disparaît sous l'eau. C'est, selon le texte, le Kali Yuga qui commence. Pendant 2000 ans, Dwarka est considéré comme une légende mythologique. Le site terrestre actuel de Dwarka, sur la côte du Gujarat, est un lieu de pèlerinage hindou majeur, l'un des Saptapuri, les 7 villes sacrées de l'Inde, mais c'est une ville médiévale, rebâtie plusieurs fois entre le 8e et le 16e siècle. Aucun archéologue n'y avait jamais trouvé de strates plus anciennes qu'environ 1500 ans après notre ère. Et puis, en 1983, l'Institut national d'océanographie de l'Inde, le NIO, basé à Goa, commence une campagne de prospection sonare dans la baie en face de Dwarka. La campagne dure 18 ans, par intermittence. En 2001, le NIO publie ses résultats. À 1000 km au large du temple actuel de Dwarka, par 36 mètres de fond, l'équipe a localisé 2 ensembles distincts de structures. Le premier ensemble, le plus proche de la côte, présente des murs cyclopéens en blocs de calcaire taillés, formant des bastions et ce qui pourrait être des fortifications portuaires. Le deuxième ensemble, plus au large, comporte des fondations rectangulaires alignées, plusieurs pavements et ce que les sonars identifient comme un grand mur circulaire d'environ 30 mètres de diamètre. Au total, sur 5 km². Les analyses au carbone 14 des coquillages incrustés dans les murs ont donné des dates situées entre 1500 et 3000 avant notre ère, c'est-à-dire à peu près l'époque où le Mahabharata situe la submersion. Plusieurs ancres de pierre triangulaires perforées, caractéristiques de l'âge du bronze indien, ont également été remontées. Elles sont aujourd'hui exposées au musée du NIO, à Goa. Le débat scientifique sur Dwarka est loin d'être clos. Une partie des archéologues indiens et internationaux acceptent l'interprétation du NIO, c'est bien une cité de l'âge du bronze, peut-être effectivement la Dvaraka du Mahabharata, ou en tout cas une ville suffisamment importante pour avoir donné lieu au récit. D'autres restent prudents, soulignent que les structures ne sont pas aussi clairement délimitées que des fondations urbaines classiques et qu'il pourrait s'agir de formations naturelles ou de constructions plus tardives, partiellement remaniées. Le débat continue. Mais il y a un fait que personne ne conteste. Les coordonnées des structures découvertes par le NIO en 2001 correspondent presque exactement, à 2 ou 3 kilomètres près, aux coordonnées géographiques que le Mahabharata, composé au plus tard au IVe siècle de notre ère, attribuait à Dvaraka, un texte sacré décrivant une cité submergée à un endroit précis. Et 35 siècles plus tard, on retrouve une cité submergée à cet endroit précis. Soit la coïncidence est extraordinaire, soit le texte est une mémoire transmise oralement sur 3000 ans avant d'être mise par écrit. Aucune autre hypothèse ne tient. Voilà nos 12 cités. Atlitiam, le premier village. Pavlopétrie, la première ville à plan régulier. Héracléion, le port qui contrôlait l'Égypte. Baïa, le Las Vegas de Rome. Olus, la cité grecque qu'on voit depuis la promenade. Kekova, les escaliers qui descendent dans la mer. Phanagoria, la cité de la femme de Mithridate. Rungholt, la nuit de la grande noyade. Port-Royal, 11h43. Chicheng, la cité noyée par décret. Yonaguni, dont on ne sait toujours pas si elle est une ville. Et Dwarka, où la science et le mythe se sont rencontrés au mètre près. 5000 ans d'archéologie humaine, et nous découvrons seulement depuis 50 ans
grâce aux scaphandres autonomes et aux sonars à balayage latéral, que la mer n'efface pas. Elle conserve, elle protège, elle attend. Le Mahabharata décrivait une cité engloutie il y a 3500 ans. En 2001, on l'a trouvée, exactement là où le texte la plaçait. Combien d'autres mythes que nous tenons aujourd'hui pour des fictions sont en réalité de la mémoire submergée? Et combien d'autres cités aujourd'hui Dorment encore sous la surface en attendant qu'un sonar ou qu'un plongeur les retrouve? Écrivez votre réponse en commentaire. Vous voulez voir d'autres lieux que l'histoire a tenté d'effacer? Sous l'eau, sous le sable ou sous la cendre? La playlist Pages brûlées, lieux interdits et énigmes non résolues de l'histoire apparaît à l'écran maintenant.